Le cordonnier de 14 ans a inventé la société Reebok dans un entrepôt. L'histoire la marque Reebok. Et si on vous disait qu'il fut un temps où Nike ne régnait pas en maître dans le paysage de la sneaker américaine? Compte tenu de l'omniprésence de swoosh dans la culture américaine contemporaine, à la fois dans la communauté des baskets et dans la culture populaire en général, cela peut être difficile à croire. Mais, dans les années 1980, ce ne sont ni Nike ni Adidas qui contrôlaient la pluralité du marché américain. Au contraire, le monde des baskets s'est inspiré d'une entreprise de basket que peu de gens considéreraient, aujourd'hui, comme un titan de la « guerre des baskets », Reebok. Au fil des ans, l'histoire de Reebok a été l'une des ascensions astronomiques et des effondrements colossaux. La marque a été à la fois le fabricant de chaussures de sport par excellence et l'éternelle réflexion après coup, passant souvent d'un bout à l'autre du spectre en l'espace de quelques années. Reebok a été fondé en Angleterre en 1958 par deux frères, Joe et Jeff Foster, pour perpétuer une tradition familiale de fabrication de chaussures de sport. Leur grand-père, Joseph William Foster, avait lancé une société éponyme, J.W. Foster, en 1895 et a développé l'une des tout premiers crampons de piste. Après avoir d'abord lutté pour le droit d'auteur du nom Mercury, les frères se sont tournés vers le Reebok gris, une espèce d'antilope africaine, qui a inspiré le nom de la marque. Reebok a continué à produire des pointes de course tout au long des années 60 et 70, la base de l'entreprise restant en Angleterre. En 1979, Reebok exposait au Chicago International Sneaker Trade Show, lorsque Paul Fireman, un grossiste américain de vêtements de plein air, découvrit la marque. Fireman a acquis les droits exclusifs de Reebok en Amérique du Nord. Initialement, l'investissement de Fireman semblait être un succès modeste, Reebok s'étant vendu pour environ 1,5 million de dollars en 1981. À la fin de la décennie, il deviendrait un investissement qui rapporterait des récompenses légendaires. C'est au cours des années 1980 que les gens ont pris un réel intérêt à rester en forme. C'est la décennie qui nous a donné l'aérobic et a vu un nouvel accent mis sur des sports comme le tennis, qui mélangeait l'activité physique avec un style de vie socio-culturel. Dans ce contexte, Reebok a prospéré. La société s'est développée à partir de crampons de course à pied, offrant une gamme de chaussures de sport décontractées conçues pour les athlètes amateurs et les amateurs de fitness. La croissance explosive initiale de Reebok est venue du marché de l'aérobic féminin lorsque la marque a introduit le freestyle, un pari à l'époque où Fireman a été discuté par son représentant des ventes de la côte ouest, qui avait vu de ses propres yeux à quel point sa femme était passionnée par l'aérobic. En 1984, à peine 5 ans après l'acquisition de la licence nord-américaine, Fireman a pris un autre risque qui aiderait à consolider le statut dominant de Reebok dans la dernière partie de la décennie lorsqu'il a racheté la société mère britannique. Alors que les droits antérieurs de Fireman sur Reebok lui offraient une contribution créative, la prise de possession exclusive de Reebok permettrait à la marque de capitaliser sur la révolution du fitness de la décennie. Nike et Adidas se battaient pour se positionner sur le marché masculin mais avaient largement négligé le segment féminin, ce qui avait facilité le succès continu de Reebok après le freestyle. Utilisant cet élan et les revenus générés par l'aérobic, Reebok a fait une poussée concertée sur le marché des hommes, poussant des silhouettes comme la Workout, la Newport Classic et la Revenge Plus qui deviendra plus tard la Club Classic 85. C'étaient des baskets prêtes pour les clubs de country qui peut être portées sur et en dehors du court de tennis ou à l'extérieur de la salle de sport. L'axe mis par Reebok sur le fait que ces chaussures soient à la mode en dehors du fitness a trouvé un écho auprès des consommateurs. En 1986, Reebok était la première marque de chaussures de sport en Amérique du Nord. Cela a certainement aidé que l'un des plus grands films de cette année, Alien, et son personnage principal en train de botter le cul dans une chaussure conceptuelle abstraite, maintenant connue sous le nom de Alien Stomper. En 1987, les ventes de Reebok s'élevaient à 1,4 milliard de dollars,
1000 fois ce que Fireman avait généré pour la première fois en 1981. En 1988, ce chiffre était passé à 1,8 milliard de dollars, Reebok contrôlant 26,7% du marché des chaussures de sport et dépassant les 1,2 milliard de dollars de revenus de Nike. Mais toutes les bonnes choses ne durent pas éternellement. En 1989, le New York Times rapportait que Nike faisait des progrès dans la commercialisation de chaussures pour les clients axés sur la mode, un domaine où Reebok avait été fort. La réponse de Reebok a été de voler une page du livre de jeu de Nike et d'essayer de se renommer en tant qu'entreprise axée sur la performance en plaçant la technologie avant la mode. La première de ces baskets infusées de technologie, la Reebok Pump, a fait ses débuts en 1989 et utilisait des chambres gonflables pour offrir un ajustement personnalisé. Cela a également coïncidé avec l'axe mis par Reebok sur l'utilisation d'athlètes professionnels comme ambassadeurs de la marque, ce que Nike avait fait avec grand succès, et la Pump a par conséquent été introduite par Dominique Wilkins. En 1991, Dee Brown portait une paire de Pumps, et les a gonflées à la télévision nationale, tout en remportant le concours NBA Slam Dunk. Shaquille O'Neal a également été signé en tant qu'ambassadeur de Reebok et a reçu une sneaker Pump signature. Il obtiendrait également plus tard le Shaqnosis, basé sur le kamikaze immédiatement reconnaissable, dans le cadre de la poussée continue de Reebok pour défier Nike dans le segment du basketball. En 1996, la marque a ajouté Allen Iverson en tant qu'ambassadeur et a lancé la question, qui sera finalement suivie par la famille Reebok Answer. Le DMX, la technologie hors pair de Reebok des années 90, était au cœur du succès de la franchise Answer. Le DMX était, à l'origine, un système d'amortissement de course et a fait ses débuts en 1997 sur le DMX Run. Il s'agissait d'une sneaker agressive et incrustée dans des coloris éclectiques que Reebok commercialisait en disant aux clients des « allez en enfer ». C'était l'antithèse des baskets épurées et minimales que Reebok avait fait tant de bruit dans les années 80 et des coureurs Preppy Exalite du début des années 90, mais cela a fonctionné dans une certaine mesure. Plus important peut-être, l'impétuosité du DMX s'est avérée être un choix naturel pour l'étoile montante Allen Iverson. Alors que la marque n'a pas failli égaler le succès qu'elle a eu dans les années 80, Reebok a connu une sorte de renaissance à la fin des années 90 et au début des années 2000 en tant que marque anti-establishment, avec des silhouettes Reebok classiques adoptées par les sous-cultures à travers l'Europe et les États-Unis. L'entraînement, en particulier ceux avec des semelles glacées, est devenu fétichisé dans les centres-villes américains et était connu sous le nom de « Soulja ». À peu près à la même époque, en 2003, Reebok a fait quelque chose qui n'était pas orthodoxe à l'époque en offrant à Jay-Z une sneaker signature, la S Carter. Cela dit, la S Carter a connu, à la surprise de la plupart, un succès immédiat, avec les 10 000 paires vendues. Reebok a continué à poursuivre ce cachet anti-establishment en signant des accords ultérieurs avec 50 Cent et G-Unit. En dehors de ce fandom modéré et très spécialisé, cependant, Reebok a subi un ralentissement au milieu des années 2000 et au début des années 2010. La marque a tenté de diversifier son portefeuille en se lançant dans des sports comme le football, en signant des stars comme Thierry Henry et en acquérant les droits de la LNH, mais avec peu de résultats en termes de capital culturel. Il est important de se rappeler que, historiquement, Reebok n'a jamais vraiment réussi à prendre pied sur le segment des vêtements, du moins par rapport aux mastodontes de l'industrie Nike et Adidas. Pratiquement tout le succès culturel de la marque vient des baskets. En 2005, Reebok a été racheté par Adidas, dans le cadre d'une offre de la société allemande pour monter un défi à 2 volets contre Nike. Mais, au lieu de se concentrer sur les chaussures de sport décontractées qui ont rendu Reebok si dominant dans les années 80, la marque a essayé de s'imposer comme une véritable marque de performance axée sur la technologie. Le début des années 2010 a vu l'essor de la technologie gadget, comme ZigTech, et Reebok a conclu des partenariats avec CrossFit et des entraîneurs de célébrités dans le but de se rétablir en tant que marque axée sur le fitness.
la société a même abandonné son logo vector iconique au profit d'un logo, Delta, plus aligné sur les valeurs fondamentales de CrossFit. Bien que les mouvements n'aient peut-être pas eu le même succès croisé que les efforts de Reebok dans les années 80, ils se sont avérés rentables pour l'entreprise. Pour Reebok, le CrossFit était le nouvel aérobic, et aller au gymnase était l'équivalent du XXIe siècle au tennis et à la course à pied. Cela étant dit, la dilution perçue de la marque Reebok, sur le plan culturel, a entraîné la perte d'importants accords de parrainage avec les ligues sportives, les équipes et les athlètes. Le plus révélateur a été la fermeture de Reebok Basketball, autrefois l'un des principaux soutiens de famille de la marque. La star de l'époque, John Wall, serait transféré à Adidas en 2013, 14 mois avant que Reebok ne débranche la division. Mais, plutôt que de laisser s'éteindre l'héritage de la marque, Reebok a créé la division Classics, semblable à la ligne Adidas Originals, qui a été chargée de restaurer des modèles tels que Classic, Instapump Fury, Club Classic 85 et Workout. Récemment, des modèles moins connus, comme l'Aztec et l'Aztrek, ont fait leur retour sous l'égide des Classics. Jusqu'à récemment, le segment Classics était une réflexion après coup sur le marché plus large des baskets et les partenaires de collaboration de la marque avaient des adeptes relativement de niche, y compris des noms comme Born X Rest, Beauty et Youth, Garb Store et Maison Kitsune. Mais, depuis 2015, un regain d'intérêt pour les baskets rétro a vu Reebok Classics émerger comme une force formidable dans le paysage des baskets. Bien sûr, la signature de Kendrick Lamar reprend le cuir classique et le Club Classic 85 a aidé, avant de passer à Nike, tout comme les similitudes esthétiques entre la silhouette workout de la marque et la récente Adidas Calabaza conçue par Kanye West. Une collaboration intelligente avec la marque de skate basée à Londres Palace et une capsule aux accents soviétiques avec Gosha Rubchinsky ont également contribué à accroître la popularité des silhouettes rétro de Reebok. Mais ce qui a rendu les dernières années très différentes de la dernière décennie, c'est le retour de Reebok à la fabrication de chaussures de performance à la mode. Le parapluie Classics ne prétend pas offrir des baskets performantes haut de gamme, mais Reebok a noué des partenariats avec des designers haut de gamme qui ne se sont pas concentrés sur les silhouettes de l'offre Classics, mais plutôt sur la création de chaussures de performance inspirées de la mode portant le logo Delta plus courant de Reebok. Pour Reebok, le défi d'aujourd'hui est de trouver l'équilibre délicat entre rendre hommage à l'illustre histoire de la marque, à travers des rétros comme le DMX Daytona et Aztrek, offrir quelque chose de nouveau sur le plan esthétique, en collaborant avec des labels de mode comme Vêtements et Pierre Moss, et rester fidèle à l'esprit de la marque. DNA en tant que marque axée sur le fitness. Il semble, cependant, que Reebok ait décidé que ce sont des choses qui peuvent exister simultanément et la marque semble prête pour une autre période de succès. Reste à voir si ce succès sera durable ou éphémère.